he was, but at the end he's not in Canada, he's in IT, so well, that's the problem, unfortunately. Then we will have only two communication for this first panel. It will be Bazelay Dulieuse, bonjour, et also Yolette Jérôme. Then we will listen the both. And Jaime, you are the moderator for this sessions, and I let you organize. Okay. Okay. Yeah, so as panel chair, we just need you to introduce the speakers as well as just give a little introduction to the panel. So we can get started as soon as you're ready. Is Jamie a panel chair? Okay. This is Jamie panel chair. And also we have outside Diumbera, who is waiting for coming in this room. Ouais. Non, je l'envoie dans la communication. Do you want me to start? Should I speak in English or in French? May I just ask, est-ce que vous voulez que je commence en français ou en anglais? Je ne sais pas dans quelle langue, ou bien les deux, comme vous voulez. You can speak any language you're comfortable with. Okay. Okay. Well, I think we can start. I would like to start with the first presentation, which is going to be from Besalias Villuans. He's a student in, he's a PhD student in the French West University in Martinique, l'Université des Antilles. He's working in a thesis called Le Tourisme in Haiti, with the direction of Pascal Safache. So I think we can start if you're ready, Besalias de Lyons. You can start right away, or the support technical group. Yes, they can start. So let's just start with it. Thank you very much for listening. And Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Bazelay Duliens.
doctorant à l'Université des Antilles et professeur à l'Université d'État d'Haïti, campus Henri-Christophe de Limonade. C'est pour moi un grand plaisir d'être ici avec vous pour discuter autour de la thématique tourisme de diaspora en Haïti. En fait, Haïti est une ancienne destination touristique. Déjà en 1930, plusieurs tourismes venant de l'Amérique du Nord se faisaient déjà remarquer en Haïti. Mais l'élan réel sera donné à partir de 1949 à l'occasion de l'exposition internationale organisée par le président du Marseille estimé dans le contexte du bicentenaire de la création de la ville de Port-au-Prince. À cette occasion, Port-au-Prince, Haïti sera mis sous le feu des projecteurs. Malheureusement, cette prospérité n'a pas duré. Haïti est connue aujourd'hui pour ses nombreux dysfonctionnements. Elle fait la une des journaux internationaux pour ses dysfonctionnements. Des dysfonctionnements liés à la faim, à l'insécurité, à la prolifération des gangs et aussi à des catastrophes naturelles. Ces dysfonctionnements ne peuvent pas résumer la situation réelle de la destination touristique qu'est Haïti. Il existe pourtant des réalités méconnues par les chercheurs, méconnues par les grands publics, pouvant mieux caractériser Haïti comme destination touristique. C'est l'exemple de l'attachement de la diaspora à Haïti. La diaspora est attachée à Haïti, à la destination haïtienne, même dans les moments les plus difficiles. Ainsi, nous voulons poser la question, est-ce que cet attachement s'est-il manifesté pendant la période pandémique de COVID-19? Est-ce que cet attachement constitue-t-il un levier de développement régional à travers le tourisme? Dans cet exposé, nous voulons voir le rôle, nous voulons analyser le rôle de la diaspora dans le développement de la destination touristique qu'est Haïti. Notre terrain d'étude pour cette analyse, c'est la région nord constituée par deux départements, le nord et le nord-est, bordés au nord par l'océan Atlantique, au sud par les départements de l'Artibonite et du centre, à l'ouest par le département du nord-ouest et à l'est par la République dominicaine. Deux départements, une région qui constitue 13,73% de la totalité de la surface du territoire avec 5850 km². Pour réaliser ce travail, nous procédons à des recherches documentaires et des recherches de terrain. Les recherches de terrain sont constituées par des entrevues et des observations. Pour les entrevues, nous avons été auprès des propriétaires d'hôtels, des propriétaires de restaurants, des gérants, des tours opérateurs et d'autres professionnels du tourisme. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, l'attachement de la diaspora à Haïti. Nous considérons comme diaspora tous les Haïtiens vivant à l'étranger ou vivant en alternance en Haïti et à l'étranger, et tous les descendants des Haïtiens vivant à l'étranger, même s'ils n'ont pas la nationalité haïtienne. Nous considérons comme tourisme les déplacements effectués par les personnes en Haïti, comme nous parlons de la diaspora par la diaspora en Haïti, les consommations effectuées et aussi tous les services ou encore toutes les activités qui fournissent des services à ces touristes, à ces diasporas. À quand remonte la formation de la diaspora haïtienne? En fait, la constitution de la diaspora haïtienne remonte au début du XXe siècle, quand les Haïtiens commençaient à émigrer vers les Antilles, par la suite vers l'Amérique du Nord, vers l'Afrique, surtout l'Afrique francophone, et au XXIe siècle, vers l'Amérique latine, vers d'autres pays de l'Europe comme la Turquie et aussi vers l'Asie. Comment s'est manifesté l'attachement de la diaspora à la destination haïtienne?
En fait, cet attachement s'est manifesté de diverses manières. D'abord, par des transferts de fonds qui dépassent l'aide internationale, par des investissements dans des projets divers et par l'attachement culturel des membres de la diaspora au pays. Sur le plan spécifiquement touristique, cet attachement se traduit par des voyages fréquents de la diaspora en Haïti. La diaspora constitue la clientèle la plus sûre pour la destination haïtienne. En fait, quelles que soient les circonstances. Par exemple, comme dans les grandes périodes de troubles liées aux catastrophes naturelles, liées à des manifestations de rue et à des grèves violentes. Cela se traduit aussi par des investissements dans le domaine touristique. Il y a beaucoup d'établissements touristiques qui sont la propriété ou la copropriété des membres de la diaspora, comme la photo que nous avons à droite, Sublime Restaurant qui se trouve au Cap-Haïtien. Il y a un cas très intéressant, c'est que nous trouvons dans le nord-est et à Fort-Liberté. Les 5 grands hôtels qui se trouvent dans la ville sont tous la propriété ou la copropriété des membres de la diaspora. Il y a aussi des tours opérateurs tenus par des membres de la diaspora, comme Destination Espagnole à Bellevue Tour. Il faut mentionner aussi que la diaspora participe dans l'organisation d'événements touristiques, comme le cas du dîner en blanc. La dernière édition a eu lieu au Cap-Haïtien en 2019, mais malheureusement, la crise de Covid-19 a empêché l'organisation de l'édition de 2020. Maintenant, voyons le rapport qui existe entre la diaspora et la reprise des activités touristiques en Haïti en juillet 2020. En effet, la crise sanitaire a provoqué l'effondrement du tourisme en Haïti comme partout ailleurs. Les établissements touristiques ont été fermés. Ils ont été pour la plupart obligés de renvoyer une grande partie de leur personnel. C'était en fait, c'est comme la faillite, c'était le chômage partout en Haïti dans le secteur touristique. La reprise des activités touristiques en juillet 2020 en Haïti coïncide avec la réouverture des frontières avec les États-Unis d'Amérique. Une fois les frontières ouvertes, la diaspora va voyager vers Haïti pour laisser les États-Unis d'Amérique considérés comme un enfer, comme une prison, par rapport à la sévérité de la pandémie, contrairement à Haïti, considérée comme une terre de répit, une terre de liberté, une terre de répit puisque la pandémie n'était pas trop sévère, une terre de liberté puisque les mesures sanitaires n'étaient pas du tout respectées. L'arrivée de la diaspora en Haïti va automatiquement booster les activités touristiques. Les hôtels seront occupés, les restaurants fréquentés, des excursions seront organisées avec la diaspora, comme ce que nous avons à côté, la photo que nous avons à gauche, c'est la photo d'une excursion organisée en mai 2021 avec uniquement des membres de la diaspora. Et ils sont au nombre de 25, mais il faut comprendre que nous sommes dans le contexte de la pandémie et aussi nous sommes dans une petite destination, dans une destination de crise. Donc, il faut dire que la diaspora a la réouverture des frontières, l'arrivée de la diaspora a grandement relancé les activités touristiques qui étaient au point mort pendant la crise, pendant les mois de fermeture de la frontière. Quels sont les enseignements à tirer? Premièrement, nous confirmons que les liens entre la diaspora et le pays sont très étroits. Ils se manifestent à travers les transferts, les investissements. Deuxièmement, nous pouvons voir que la diaspora résidant en Haïti est le premier artisan de la reprise touristique. Troisièmement, notre compréhension des liens s'est renforcée par rapport au contexte de la pandémie
puisque malgré la crise pandémique, malgré les faiblesses des structures sanitaires haïtiennes, la diaspora n'hésite pas à voyager dans le pays. Ainsi, nous confirmons l'importance de la diaspora dans le développement local, puisque à travers la région nord, nous avons pu voir les interventions et l'attachement de la diaspora dans la relance touristique. En termes de conclusion, nous pouvons dire que la diaspora constitue un atout majeur pour le développement en Haïti, pas seulement dans le domaine du tourisme, mais dans d'autres domaines. Deuxièmement, nous pouvons dire que la crise sanitaire prouve que le tourisme de diaspora constitue un marché privilégié pour Haïti. Mais il faut toutefois établir des conditions propices au développement. Il faut considérer que la gouvernance actuelle ne permet pas une telle reprise, ne permet pas un tel développement malgré la présence de cette clientèle sûre qu'est la diaspora. Toutefois, nous devons approfondir cette étude en considérant d'autres territoires de la Caraïbe. Je vous laisse, mesdames, messieurs, avec cette bibliographie sélective. Je suis disposé à recevoir vos questions. Merci. Très bien, merci beaucoup, monsieur Bassalias de Liance, pour cette panorama de la situation touristique face à la COVID en Haïti qui est fort intéressant. Je pense qu'on va revenir pour le débat à la fin de la deuxième présentation également pour pouvoir approfondir un petit peu plus. Donc, cela dit, je donnerai la parole à la deuxième présentation qui sera également présentée par une étudiante en doctorat, donc Violette Jérôme, avec Evans Emmanuel, ainsi que Pascal Safache. Le titre qu'ils sont donnés pour la présentation, c'est du tremblement de terre de janvier 2010 à la finalisation du SDG en 2030, la vulnérabilité et la sustentabilité d'une situation précaire à Canaan, en Haïti. Donc, je laisse la parole à cette deuxième présentation qu'on aura le plaisir de pouvoir écouter tout de suite. Donc, merci beaucoup de nouveau et puis on reviendra pour la discussion. Au cours des 2 dernières décennies, l'histoire de l'humanité est particulièrement marquée par des catastrophes naturelles, souligne l'ANR en 2019. De ces catastrophes, particulièrement pour Haïti, nous pouvons citer le tremblement de terre de 2010 qui a causé la mort à plus de 300 000 personnes, la destruction de plusieurs bâtiments publics, habitations privées, l'industrie, ainsi que le palais national. Les inondations que la ville des Gonaïves a enregistrées, l'ouragan Matthew, qui a balayé, détruit toute la production économique de 3 grands départements. Le département des Nippes, le département de la Grand'Anse et du Sud. Ces catastrophes naturelles impactent l'espace urbain
et provoque entre autres le dysfonctionnement de l'espace urbain, des services de santé, des services d'approvisionnement d'eau potable et la création de nouveaux bidonvilles. De ces bidonvilles, nous allons parler de celui en fait qui constitue aujourd'hui la zone de précarité urbaine la plus importante, qui est Canarran. Canarran, qui est bien évidemment fait suite au tremblement de terre de 2010. Mais il y a un contraste. Le contraste entre ces phénomènes naturels auxquels Haïti est exposé de tous les ans et le désir de l'État haïtien à l'atteinte des ODD en 2030. Pour comprendre cette dualité entre durabilité et vulnérabilité, nous allons questionner sur la compréhension de ce qui s'est passé en 2010 pour pouvoir analyser cette vulnérabilité au niveau des espaces urbains haïtiens, particulièrement aux aléas telluriques, et en fin de compte, arriver à effectuer la conceptualisation du binôme durabilité-vulnérabilité à l'établissement humain du futur qui est Canarran. Alors, Canarran se situe dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Port-au-Prince en elle-même est fondée sur un site exceptionnel de la mer. Malgré ces conditions favorables, la ville souffre d'un environnement dégradé. Peu d'espaces verts, urbanisation des flancs des Mornes, littoral pollué et occupé par des quartiers insalubres, mauvaise qualité du bâti, généralisation de l'habitat précaire, une certaine paupérisation de la population. Dans l'univers haïtien, souligne Goulet, la région métropolitaine de Port-au-Prince a longtemps fait figure d'îlot de civilisation urbaine, dans un espace largement rural. La notion même de durabilité urbaine à l'intérieur de cet espace est confrontée à un nombre de conditions critiques. D'abord, il y a l'augmentation de la population, l'étalement urbain, l'inefficience des politiques d'aménagement du territoire et l'augmentation de la demande en biens et services, la vétusté des infrastructures urbaines, l'inaccessibilité à la santé, à l'eau salubre et à l'assainissement, la vulnérabilité aux aléas telluriques et au changement climatique. De cette liste, nous essayons de regarder les objectifs de développement durable et en tenant compte des 169 cibles. Nous pouvons avancer que l'objectif 1, à savoir la réduction de la pauvreté dans un tel contexte, il n'est pas évident que ceci soit atteint. L'étalement urbain et la prolifération des bidonvilles dans l'inefficience des politiques d'aménagement remettent en question toute la dynamique de villes et communautés urbaines de l'ODD 11. Les questions de biens et de services, notamment eau et assainissement, qui se réfèrent à l'ODD 6, la santé à l'ODD 4 et l'aléa tellurique et au changement climatique, nous allons les introduire à l'ODD 13. Alors, tous ces éléments, nous allons essayer de les analyser par rapport à cette zone que nous appelons Canarran et qui se retrouve dans la commune de la Croix-des-Bouquets, arrondissement de Port-au-Prince, ayant pour territoire limitrophe la commune de Cabaret et celle de Thomazeau. Canarran, un vaste bidonville de plus de 27 km², abritant plus de 250 000 habitants, ne dispose pas de système d'eau potable, aucun système d'assainissement, pas de centre de santé. Donc, la transformation urbaine de Canarran, comme le souligne Peter en 2016, constitue un phénomène unique par la rapidité de son émergence et par son importance. Pour essayer de comprendre tout cela, nous allons prendre appui sur une revue de littérature scientifique, des observations de terrain,
la sélection de données issues d'une enquête de terrain sur la problématique de l'eau à Canaran sur à peu près 240 points de vente d'eau en 2016. La sélection de données issues de l'enquête auprès de 439 ménages. Et ensuite, nous allons essayer de voir quels sont les résultats qui ont été obtenus dans le cadre des entrevues avec des employés de certains organismes internationaux et des membres des comités des organisations de base. Alors, sur la base des résultats, nous avons retenu que au moins 82% des chefs de ménage sont propriétaires de leur maison. Par ailleurs, 73% d'entre eux déclarent avoir une latrine privée dans leur maison. Maintenant, sur ces informations, il est important de retenir deux faits. Personne à Canaran n'est propriétaire de terrain. Or, certaines de ces maisons sont faites avec une structure en béton, donc se pose déjà un problème de vulnérabilité structurelle. Comment dans cet espace, en présence d'autorités publiques, on peut arriver à comprendre que des gens puissent squattériser des terrains même si l'État avait déclaré la zone d'utilité publique pour construire des bâtiments en structure lourde. Deuxièmement, il y a une vulnérabilité économique qui est liée à ceux-là même qui sont propriétaires, à ceux qui n'ont pas de latrine, qui sont obligés d'utiliser les latrines des voisins et une vulnérabilité environnementale à partir de la défécation à l'air libre, d'où les problèmes de stress par rapport à quelle action l'État va prendre pour le terrain qui va créer une sorte de vulnérabilité sanitaire, laquelle prend en compte l'exposition de la population par rapport aux maladies infectieuses, mais également tous les problèmes psychologiques qui peuvent agir sur le physique des habitants. Les travaux réalisés par l'Oxfam, l'Université Quisqueya et l'Université Montréal ont identifié 3 risques environnementaux majeurs. Les risques liés à l'irrégularité des débits d'eau de surface et au manque de disponibilité d'eau de qualité. Les risques sismiques, les risques d'éboulement et de déferlement de résidus friables. Par contre, les différents travaux sur la vulnérabilité nous laissent croire qu'il y a une vulnérabilité polymorphe des communautés et activités humaines aux aléas naturels ou problèmes environnementaux, est un phénomène significatif de ce que l'on reconnaît aujourd'hui comme étant une société du risque ou une société vulnérable. Toutefois, nous avons observé une sorte d'organisation où la participation citoyenne sur des problèmes de l'eau, sur un modèle de gouvernance de l'eau basé sur une coopérative de gestion d'eau avec comité de 3 à 4 membres élus par la communauté des bénéficiaires. Ils ont bénéficié du financement des ONG. Ils s'organisent pour vendre l'eau aux membres de la coopérative à un coût 2 fois moins cher que celui des autres fournisseurs de stockage. Sur la base de tout ceci, nous pouvons conclure que notre objectif qui a été d'analyser la vulnérabilité aux aléas telluriques en effectuant une conceptualisation du binôme durabilité-vulnérabilité à Canaran pour dire que la région métropolitaine de Port-au-Prince s'installe dans une dynamique marquée, entre autres, par l'absence ou l'inefficience des politiques d'aménagement urbain. Cette absence, marquée par la vulnérabilité tellurique, expose la population à un certain nombre de dangers environnementaux, sanitaires, économiques, structurels. Toutefois, la conceptualisation du binôme durabilité-vulnérabilité à Canaran, pris dans le prisme des ODD des Nations Unies, lesquels tous les États en 2030 renvoient à l'idée de penser, d'approcher que cette problématique sur la base d'une démarche transdisciplinaire réunissant les sciences humaines et sociales, les spécialistes en sciences et technologies, les habitants du quartier, les autorités locales, les coopérations internationales pour une co-construction de ce bidonville. Qu'est-ce que la population entend par vulnérabilité? Qu'est-ce qu'elle entend par durabilité?
Qu'est-ce qu'elle entend de ce mariage durabilité-vulnérabilité? Et finalement, nous pouvons penser que la conceptualisation de ce binôme renvoie à une observation, une étude pour mieux approfondir ou comprendre les variables qui rentrent dans le modèle de participation citoyenne de la gestion de l'eau à Canara. Pour la réalisation de cette étude, nous avons pris appui sur les études suivantes. Nous vous remercions de votre attention. Bon, merci beaucoup également à Violette Jérôme, qui fait partie d'un ensemble de chercheurs et de chercheuses. Donc, on va commencer tout de suite à ouvrir le débat. Si je me permets, je vais d'abord laisser la parole aux présentateurs, aussi bien à Vessales de Lyons et à Violette Jérôme, s'ils veulent simplement ajouter quelque chose qu'ils sont peut-être observé qu'il faudrait contextualiser ou mentionner. Sinon, je pense qu'on pourrait ouvrir le débat. Moi, j'ai une question pour chaque intervenant. Donc, tout d'abord, je vous donne du coup la parole, Monsieur Vessales, et puis ensuite, Violette Jérôme. Si vous avez des questions entre vous ou bien quelques informations complémentaires. Bonjour à vous. Pour maintenant, je n'ai pas de questions pour Madame Jérôme et je vais attendre de préférence vos questions. Donc, je laisse la parole à Madame Jérôme. Très bien. Bonjour à tous. Pour ma part aussi, je n'ai pas de questions. Alors, je suis là tout simplement pour attendre les questions qui me seront posées et pour essayer de donner un élément de réponse. Merci. Très bien. Quelqu'un d'autre dans la salle qui souhaite intervenir? Sinon, je poserai moi-même quelques questions. Non? Bon. Je voulais d'abord vous demander, Monsieur de Lyons, deux, trois éléments simplement si on peut approfondir. Vous dites que les dysfonctionnements est lié à l'insécurité, l'émergence de différents gangs et des catastrophes. Semble-t-il que cela fait partie des conséquences, mais quelles sont les causes de cette insécurité, de cette fragilité, et c'est dont on parlera, j'imagine, avec Madame Jérôme, de cette vulnérabilité vis-à-vis des conséquences? Quelles sont les causes de cette insécurité, cette gang? On sait que le cœur, ça sera la pauvreté ou autre, mais quelles sont les causes d'après vos analyses, d'une part? Et puis d'autre part, c'est fort intéressant l'élément de diaspora. Moi, en tant que Mexicain, je pense que la diaspora mexicaine, les migrants, tous les transferts de fonds transforment nos pays, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais aussi savoir si on a plus d'informations concernant le pourcentage. Vous nous avez dit que certains hôtels ainsi que des projets de tourisme d'opérateurs appartiennent à la diaspora haïtienne. A-t-on accès à l'information, par exemple, ils vivent aux États-Unis, au Canada, en France? Quel type de diaspora, parce que c'est un petit peu large. Est-ce qu'on sait s'ils appartiennent à d'autres groupes d'affaires dans leur pays d'accueil? Et si on sait quel pourcentage fait partie de la diaspora haïtienne et quel pourcentage fait partie d'autres groupes transnationaux? Je ne sais pas s'il y a également d'autres entreprises ou d'autres investissements étrangers, notamment des États-Unis, j'imagine. Donc, voilà, ces deux questions, tout d'abord. Merci, Monsieur Adomir.
Et avant d'essayer de répondre, je dois remercier quelqu'un de spécial qui est avec nous, c'est M. Deon. Et je dois dire que pour ce travail, pour cet exposé, il met d'une grande importance et d'une très grande importance. Je tiens à le saluer. Donc, pour la première question concernant les causes des dysfonctionnements, je veux dire que c'est plus compliqué que ça. Et c'est comme nous devons considérer un rapport, c'est comme cyclique. Les causes sont des conséquences, les conséquences sont des causes. C'est en fait difficile de parler, de faire la décantation claire entre les causes et les conséquences. Donc, je peux essayer de dire que dès la fondation de la nation haïtienne, il faut remonter très loin, le pays fait face d'abord à une hostilité des puissances étrangères. Cette hostilité a provoqué en quelque sorte, dans une certaine mesure, la pauvreté d'Haïti. Nous pouvons prendre l'exemple du paiement de la dette de l'indépendance et qui dépassait de loin le budget, la capacité financière et économique du pays. Deuxièmement, il y a un autre aspect, c'est une instabilité chronique. Nous pouvons voir dès 1806, Dessalines a été tué, le pays a été divisé en 2 républiques, en 3 républiques, et cela va continuer. Par la suite, en 1915, nous allons avoir l'intervention des États-Unis. Et depuis 1914, des soldats américains ont été en Haïti pour s'accaparer de la réserve d'or de la Banque nationale de la République d'Haïti. Donc, après cette période, nous sommes tombés dans une sorte de néocolonialisme avec les plans d'ajustement structurel. Et c'est pour dire que le pays est construit même sur les dysfonctionnements. Les dysfonctionnements sont à la fois cause et conséquence. C'est un peu difficile à considérer de manière séparée les causes et les conséquences. Donc, pour la diaspora, nous considérons surtout la diaspora haïtienne qui se trouve en Amérique du Nord et surtout aux États-Unis d'Amérique. Et je pense que, alors, dans la réalité, cette diaspora se fait beaucoup plus remarquer dans ces interventions en Haïti. Et on peut comprendre qu'en termes économiques, l'Amérique du Nord représente un poids lourd par rapport aux pays de la Caraïbe, par rapport aux pays asiatiques. C'est-à-dire, on suppose que les Haïtiens, les membres de la diaspora qui se trouvent aux États-Unis ont une capacité économique beaucoup plus élevée que les autres membres de la diaspora qui se trouvent ailleurs. Voilà pourquoi ces diasporas se font beaucoup plus remarquer que les autres. Ces membres de la diaspora se font beaucoup plus remarquer que les autres. En termes de pourcentage, je n'ai pas vraiment de pourcentage, mais tout simplement, on sait que la diaspora haïtienne serait entre 1 million à 2 millions. Et pour ce qui concerne les investissements de la diaspora en Haïti, nous n'avons pas vraiment de chiffres. Ce que j'ai essayé de faire, dans des secteurs précis, j'ai essayé de comprendre ce qui se passe. En Haïti, il y a certaines fois des investissements dont l'on ne connaît pas trop les investisseurs. J'ai pris un exemple dans mon exposé et à Fort-Liberté, dans le nord-est, il y a un ensemble d'hôtels, environ une dizaine, mais pas de grands hôtels, de petites structures. Mais il faut comprendre que nous sommes dans un contexte et dans une destination de crise.
Donc, il n'y a pas vraiment de touristes internationaux qui arrivent en Haïti. Donc, les structures, il n'y a pas aussi beaucoup d'investissements étrangers. Les structures ne sont pas de grandes structures, de petites structures pour la plupart. Donc, si je reviens à Fort Liberté dans le Nord-Est, les 5 plus grandes structures sont les propriétés ou des copropriétés des membres de la diaspora. C'est un exemple que je peux donner puisque nous n'avons pas réellement beaucoup d'informations. Mais nous savons qu'il y a par exemple Port-au-Prince, d'autres hôtels, à Port-au-Prince et à Jacmel aussi, d'autres hôtels dont la diaspora sont aussi des investisseurs. Voilà ce que j'ai comme réponse. Merci. Merci beaucoup pour c'est assez intéressant puisque c'est vrai que les causes et les conséquences, ça revient en un cercle un petit peu vicieux dans la mesure où on n'arrive pas depuis le 19e siècle dans la majorité des pays suite aux indépendances en Amérique, on a encore tout ce problématique. Oui, ma question, c'était pas que c'est qu'au Mexique, c'est à partir des années 70 que commence cette vague migratoire vers les États-Unis à cause d'une chute économique interne, et cela fait partie de cette croissance exponentielle tout au long des années. Du coup, je voulais simplement savoir si cela pouvait s'observer là-bas. Votre micro est coupé, monsieur. Merci. Si vous me permettez, pour Haïti, la constitution de la diaspora haïtienne commence en réalité au début du XXe siècle avec l'occupation américaine. Si vous me permettez de faire cette considération, la division internationale du travail, on peut dire qu'avec l'occupation américaine, l'Amérique ou les Antilles a été divisée comme Cuba, la République dominicaine comme zone de production et Haïti a été considéré comme fournisseur de main-d'œuvre. Avec le développement des plantations de canne à sucre à Cuba, beaucoup d'Haïtiens ont été contraints de laisser Haïti pour aller travailler à Cuba et par la suite en République dominicaine. Cela a conduit, Jacques Roumain a écrit un grand texte, un grand roman, Gouverneur de la Rosée, dans lequel on a vu Manuel, un Haïtien qui était parti à Cuba, revient après 15 années pour aider sa communauté à trouver de l'eau, puisque à partir de ses expériences à Cuba, il a vu que le développement ne se repose pas sur les dieux, sur la croyance, mais de préférence sur des actions concrètes. Par la suite, après l'occupation américaine, donc on peut dire qu'il y a, je considère qu'il y a environ 4 grandes vagues migratoires pour constituer la diaspora haïtienne. Après les États-Unis, après l'occupation américaine, il va y avoir, à partir des années 57, la dictature des Duvalier. Avec la dictature, beaucoup d'Haïtiens, la dictature, la misère aussi, beaucoup d'Haïtiens vont laisser le pays pour l'Afrique, pour les États-Unis et aussi pour les Antilles. Après cette vague migratoire, il va y avoir une autre vague à partir des années 90 avec le coup d'État du 30 septembre 1991 contre le président Jean-Bertrand Aristide. Et il va y avoir une répression et beaucoup d'Haïtiens vont laisser le pays. Avec le retour du président Aristide, on parle du retour à la démocratie. Et c'est surtout les problèmes économiques qui vont pousser les Haïtiens à partir. Mais la dernière vague va commencer à partir des années 2010, après le séisme. Là, on va observer
et l'ouverture d'autres destinations comme le Brésil, le Chili, l'Argentine, et maintenant, et avec l'accentuation de la misère, il y a d'autres destinations comme la Turquie et Corée du Sud, d'autres destinations juste vers l'Asie. Merci, c'est ce que j'ai comme élément de réponse pour Haïti. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. Même au Mexique, récemment, il y a des vagues importantes de migration haïtienne au Mexique. Et moi-même, je vivais au Chili. Quand je veux la migration haïtienne arriver suite au tremblement de terre du Chili et d'Haïti qui ont été presque en même temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le Santiago du Chili, on voit beaucoup plus de présence haïtienne qui n'existait pas avant 2010, effectivement. Concernant Madame Jérôme, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je voulais simplement revenir, pareil, votre exposé, c'est fort intéressant, ce quartier des Canaans à Port-au-Prince, suite au tremblement de terre dont on parlait tout à l'heure, j'aimerais simplement vous demander dans quelle mesure les institutions financières, ONG, ou d'autres organisations, aussi bien privées qu'internationales, ont joué un rôle dans cette non-reconstruction des quartiers, parce que suite au tremblement de terre, il y a eu beaucoup d'aide, entre guillemets, pour la reconstruction d'Haïti, et puis en fin de compte, on s'est rendu compte que il n'y a pas eu cette reconstruction comme on attendait. Donc, dans quelle mesure les institutions internationales ont joué un rôle, ou bien c'est une juxtaposition des institutions internationales et de l'État haïtien? Comment voyez-vous cette ambivalence? Merci pour la question. Effectivement, les organisations internationales, déjà pour l'établissement de ce bidonville, il y a eu un décret qui a été pris par le président Préval en 2010 en accord avec la communauté internationale dans le but de relocaliser les victimes du séisme du 12 janvier. Et on avait déclaré la zone de Canaan zone d'utilité publique. Mais avant cette décision, il y avait déjà un décret qui avait été pris pour déclarer cette zone d'utilité publique dans le but d'un développement, dans le but de développer cette zone avec, pour pour un développement touristique ou bien dans le cadre de projets pour les industries, le développement des industries. Et puis, tout de suite après, il y a eu ce séisme, il y a eu plein de dommages. Il fallait trouver un endroit pour loger toute cette population qui avait perdu leur maison, qui avait perdu leurs biens. Et c'est dans ce sens l'État haïtien, accompagné de la communauté internationale, ils ont décidé qu'ils vont déclarer cette zone d'utilité publique dans le but de relocaliser une partie de cette population qui était en difficulté. Dans un premier temps, normalement, déjà, c'était une zone inhabitable, il n'y avait absolument rien, la zone n'était pas appropriée pour reloger la population. Mais dans la situation précaire, je pourrais dire que se trouve le pays, l'État haïtien économiquement n'était pas en mesure de prendre les décisions qu'il faut, même un minimum d'aménagement avant de prendre cette décision. Maintenant, comme la population, ces victimes-là, ils n'avaient aucun endroit pour habiter. À partir de ce décret, et d'autant plus, il y avait des gens qui n'avaient, même avant le séisme, qui n'avaient pas un endroit pour habiter. Ils ont profité de cette occasion
pour occuper l'espace, naturellement avec le support de l'État haïtien. Il y a eu les ONG, au niveau de la communauté internationale, il y a eu pas mal de promesses d'argent, mais pour l'État haïtien, d'après les recherches, ils ont eu seulement 1% de l'aide qui était prévue. La grande majorité de l'aide a été canalisée vers les ONG et ce sont eux, accompagnés avec la population, qui ont pris la décision de faire des études, naturellement des études qui ne sont pas mises en application. Maintenant, face à cette urgence, il y avait eu un besoin au niveau de la population. Ils se sont organisés entre eux et naturellement, il y avait pas mal de comités d'organisation de base, accompagnés de certains ONG. Ils se sont organisés pour faire des tracés, pour aménager l'espace. Et puis, les particuliers, quand je dis les particuliers, c'est encore la population, pour construire leur propre maison, faire des tracés, ouvrir des voies de circulation, construire des écoles pour la population, construire des églises, tout et tout, quoi. Maintenant, comme l'État haïtien n'avait pas pris les décisions qu'il faut, la population, eux, ils se sont organisés pour répondre à leurs propres besoins en absence de l'État. Mais il faut dire aussi qu'il y a cette faiblesse au niveau de l'État. Il y a, même après que cette population a pu occuper ils auraient pu prendre certaines décisions par la suite pour essayer de réaménager, mais cela n'a pas été vraiment fait, quoique il y a eu la mairie de la Croix-des-Bouquets qui s'est installée dans la zone, mais c'était uniquement dans le but d'exiger des taxes entre les mains de cette population qui avait pris la décision lui-même de construire sa maison, d'aménager l'espace. Il devrait payer un droit de construction pour pouvoir s'installer convenablement, quoi. En gros, c'est ce que je pourrais donner comme élément de réponse par rapport à l'État et puis la communauté internationale, le rôle qu'ils ont joué dans la construction de Canaan, quoi. Très bien. Et pour rebondir là-dessus, depuis la prise de pouvoir du président Moïse, il n'y a pas eu de changement, on n'est pas allé vérifier les dossiers, on n'a pas consulté quoi que ce soit pour vérifier des anomalies. Justement, à la fin du mandat du président Martelly, ensuite avec l'arrivée du président Jovenel, ils ont délégué un organisme, c'est l'UCLPB, pour essayer de réorganiser ou bien de corriger les erreurs. Effectivement, il y a des études qui ont été faites, il y a particulièrement des études qui ont été faites, il y a particulièrement l'ONU Habitat, je crois qu'il y avait fait une étude sur cette zone, mais les études sont restées dans le tiroir. Il n'y a pas eu vraiment l'application, la mise en opération de cette étude. Oui, bon, en quelque sorte, c'est ça. Et puis, il y a les différentes crises politiques qui se sont succédées.
les intérêts, les intérêts se sont orientés vers d'autres choses, vers les choses pour eux qui paraissaient les plus urgentes, quoi. Mais la population, la situation, c'est toujours la population, des fois accompagnée de certains organismes, de certains ONG qui essaient de faire le nécessaire là-bas. Bon, voilà. Oui, je pense qu'on a eu deux visions, deux analyses assez intéressantes de ce qui s'est passé pendant cette pandémie, aussi bien au nord-est du pays qu'à la capitale, dans ce quartier de Canaan qui a aussi été travaillé par le réalisateur Raoul Peck dans son Assistance mortelle, me semble-t-il. Et donc, ça nous permet d'observer de différents éléments pour comprendre ce dysfonctionnement, cette inefficience parfois en lien avec d'autres institutions, aussi bien internationales que nationales, et puis des acteurs de tout ça. Merci beaucoup à tous les deux. Et, je remercie aussi à Olivier Dern d'avoir été ici présent. Et puis, si jamais quelqu'un d'autre a des questions ou des commentaires, on peut encore on débat quelques secondes. Sinon, je pense qu'on est censé finir puisqu'il est déjà 9 heures du matin. Je voulais tout simplement vous remercier particulièrement le professeur Deron. Ça a été vraiment un plaisir pour moi de faire sa connaissance, mais aussi d'avoir son aide particulièrement pour la préparation, pour ma participation à cette conférence. Merci, je vous remercie tous les deux. Avec ces mots, je remercie également Madame Mimi Scheller, qui est la co-coordinatrice de ce panel, a été aussi hier avec nous comme modératrice. Parce que cela fait aussi partie de cet enrichissement et d'un débat de plus en plus riche qu'il va falloir qu'on continue et qu'on continue à approfondir puisqu'on retrouve beaucoup de similitudes quand on commence à creuser et on établit surtout ce qu'a dit Madame Scheller hier, lorsqu'on établit des comparaisons, on peut mieux travailler, plus travailler aussi avec la même méthodologie et on peut se rendre compte qu'il y a des résultats ressemblables. Je remercie à tous et à toutes d'être là et puis à très bientôt à tout le monde. Merci beaucoup aux organisateurs aussi de ICASU pour toute la gestion technique de cet événement qui a été aussi assez dense, j'imagine. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci. Merci, Mme Scheller. Et puis, on se retrouve à 9h30 pour la session suivante avec un regard sur l'Afrique et la Chine. Voilà, petite note bas de page. Merci à tous et à toutes.
Sorry, I just wanted to confirm this panel has finished, right?